Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette heure et demie autour des innovations en santé de la femme. On va essayer, toute l'équipe de l'avancée, de vous faire partager notre passion sur ce sujet hautement d'actualité. Dans un premier temps, je vais vous faire percevoir un petit peu l'évolution qui a mené à toute cette équipe multidisciplinaire. Puis mes collaborateurs et mes collègues enchaîneront sur les sujets que vous connaissez, qui sont sur le programme. Mais avant de commencer, je voudrais remercier les partenaires qui nous ont aidés à organiser ce séminaire numérique. DK, Exceltis, GSK, Milta, Roche, DMG, Indiba, Medical High Tech, Movingmed et Nutrilab. Donc, ici, vous avez un petit aperçu de l'évolution un petit peu de l'équipe de l'avancée avec une de nos publications qui avait fait la couverture de la revue Pain et puis jusqu'à aujourd'hui la bastide dans laquelle nous travaillons, l'ensemble de l'équipe et puis le centre de recherche. Mais bien sûr, avant d'en arriver là, eh bien, ça a démarré il y a près de 20 ans avec une équipe unique d'un chirurgien gynécologue traditionnel. Puis ensuite, l'avancée s'est créée en 2006 avec Annie Monnier et puis jusqu'à 2020. Donc voilà, à nouveau la bastide dans laquelle nous travaillons avec toute l'équipe et le centre de recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, donc on a débuté, j'ai débuté en 2000 un petit peu seul en se demandant comment gérer tout, comment solutionner toutes les diverses problématiques en santé de la femme. Puis en 2006, il y a eu l'avancée avec Annie Monnier, puis toute l'équipe aujourd'hui qui est là. Bon, voilà. Donc au début, eh bien, c'était une activité de chirurgie gynécologique assez traditionnelle autour de l'endométriose, la cancérologie, le prolapsus, et puis la douleur est venue se positionner et me poser une interrogation importante avec la névralgie du nerf pudendal, les travaux au laboratoire d'anatomie pour essayer de trouver une technique chirurgicale et libérer ce nerf. Et donc, à cette époque-là, un jeune chirurgien, pensant que la technique chirurgicale allait tout solutionner, eh bien, je pensais que cette libération de ce nerf allait trouver allait nous permettre la solution de tous les problèmes de douleur pelvipérinéale. Et puis, petit à petit, eh bien, les concepts du syndrome myofacial, de l'hypertonie périnéale qui accompagne la douleur, les dysfonctions qui accompagnent la douleur, que ce soit lié à une hypertonie ou bien dans le cadre de la douleur, se sont mis à jour. J'ai compris petit à petit qu'on pouvait également avoir un syndrome douloureux de vessie. Un organe pouvait être douloureux alors qu'il n'a rien de particulier, comme l'intestin irritable. L'utérus peut être douloureux alors qu'il n'y a pas d'endométriose, il n'y a rien de particulier. Toutes ces acquisitions ont été progressives car malheureusement, eh bien, on ne les apprenait pas à la faculté. De même, ce vestibule vulvaire, cette zone de la vulve bien particulière entre la ligne de Hart et l'entrée du vagin, très riche embryologiquement en filets nerveux, peut être douloureuse lorsqu'il y a un phénomène de sensibilisation. Et donc, progressivement, nous avons compris que les phénomènes de sensibilisation pouvaient intervenir au niveau des seuils centraux de la douleur. Évidemment, c'était une vision qui n'était pas évidente à comprendre, puisque toute notre activité médicale habituelle est toujours basée sur le fait qu'une douleur, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gêne, une inflammation, une tumeur qui gêne. Forcément, eh bien non, il peut y avoir effectivement une sensibilisation centrale. C'est donc un bouleversement de la signalisation intracellulaire neuronale qui aboutit à des modifications d'expression des gènes et à des changements de phénotype cellulaire et avec des possibilités de modification épigénétique dans la physiopathologie au niveau du cortex cérébral. Et puis ces modifications épigénétiques, eh bien, on s'est aperçu qu'elles pouvaient être liées à des traumas, hein, et c'est très, très d'actualité, hein, puisqu'on sait que tout trauma affectif ou trauma sexuel peut entraîner donc une modification des seuils centraux de la sensibilisation avec ces modifications même géniques, axonales, qui vont entraîner ces hypersensibilisations. Et donc, rapidement, bien, de l'équipe réduite, eh bien, il a fallu s'étendre. Et sous le modèle de la cancérologie, eh bien, les RCP se sont
se sont mis en place assez rapidement dans notre équipe. La RCP E2D, endométriose, douleur, dysfonction, avec bien sûr un peu sur le modèle de la pluridisciplinarité de la cancérologie, avec kiné, ostéo, psychologue, thérapeute, EMDR, hypnose, psychosomatique, sophrologie, algologue, radiologue, angiologue, urologue, toutes les spécialités qui s'étaient investies se sont retrouvées autour de ces RCP. Alors bien sûr, il a fallu faire avancer nos techniques chirurgicales pour pouvoir adapter les traitements, alors que ce soit les techniques par voie vaginale, les techniques de libération des nerfs, l'utilisation de pompes intra-abdominales reliées au cathéter nerveux, toutes ces techniques dont nous ont permis d'avoir des avancées importantes, la voie vaginale, la voie périnéale. Et puis, il y a eu également la toxine botulinique qui a été une avancée importante et que nous utilisons largement. Nous avons été les premiers en Europe à l'utiliser, mais ce n'est pas nous qui avons mis au point cette indication thérapeutique. Ce sont les Australiens. Lorsque je suis allé en Australie pour aider Thierry Doncailly à Sydney à mettre en place la technique de libération nerf pudendale et une équipe multidisciplinaire autour de la douleur pelvipérinéale, et bien après une intervention, je m'avais dit rejoins-moi dans mon bureau et moi je vais faire une injection de toxine botulique. C'était en 2008 et j'étais très étonné. Et donc du coup, je suis allé le voir et puis je me suis aperçu qu'il faisait une injection sur un élévateur, comme vous pouvez le voir ici, après une détection d'un neurostimulateur. Et leur publication de 2006 a été la première. Et puis ensuite, petit à petit, nous avons également publié notre expérience sur les injections de toxine botulique dans les hypertonies périnéales, dans les syndromes myofasciaux, que ce soit des muscles du périnée ou du muscle piriforme. Et puis, bien sûr, on connaît l'utilisation de la toxine botulique au niveau du détruiseur vésical dans l'hyperactivité. Et on a, par analogie, eu l'idée de l'appliquer également au niveau du myomètre utérin lorsqu'il y a un syndrome douloureux et d'hypercontraction utérine chez les patientes notamment très dysménorrhéiques. Et vous le voyez ici en bas à droite, c'est une injection de toxine botulique sous hystéroscopie pour lequel donc on en reparlera tout à l'heure puisqu'on a une étude prospective en double aveugle qui est en cours, qui est une option thérapeutique novatrice très intéressante pour l'ensemble des patientes qui présentent des syndromes douloureux liés ou non à l'endométriose et une dysménorrhée sévère. Donc la toxine botulique, bien sûr, est un axe important. Et puis, dans le centre, eh bien, il y a aussi des techniques nouvelles qui nous permettent également de traiter chaque situation de dysfonction ou de douleur avec la photobiomodulation, le laser, la T-CAR-thérapie, et le lipofilling. Je vais en dire un petit mot rapide. Le laser, vous le connaissez, hein, c'est une technique thermique qui est une technique qui va permettre de favoriser la régénération tissulaire. Donc, c'est une technique un peu agressive, hein, puisqu'il y a au départ une lésion thermique qui va favoriser la régénération. Donc, c'est intéressant pour corriger les troubles trophiques. Par contre, dans la douleur, c'est une agression qui peut aggraver les choses et qu'il faut l'éviter. C'est plutôt réservé effectivement au syndrome génito-urinal de la ménopause. La radiofréquence, en revanche, est plus intéressante pour la douleur et pour les syndromes myofasciaux, puisque c'est un courant électrique monopolaire de basse fréquence qui va créer une chaleur qui peut être intéressante dans le syndrome myofascial, que ce soit des muscles du périnée superficiel ou des muscles élévateurs de l'anus, après la chirurgie, après la reconstruction, après les zones cicatricielles. La photobiomodulation est également intéressante puisqu'elle utilise la lumière à une longue onde précise, elle permet un boost cellulaire et elle nous permet donc de traiter les phénomènes de cicatrisation difficiles. Elle a une action anti-inflammatoire et elle a une action antalgique qui est intéressante aussi, donc on peut l'utiliser. L'hypofilling également est un axe qui un peu plus agressif puisqu'il nécessite une intervention chirurgicale pour le prélèvement. Hein, on utilise des cellules souches mésenchymateuses de la graisse et les facteurs de croissance. Et donc, on peut améliorer la qualité tissulaire et venir compléter des thérapies chirurgicales ou non, en particulier dans les vestibulodinies provoquées ou bien dans les lésions vaginales de l'accouchement.
Alors, le problème de tout cela, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de techniques, il y a opératoire, il y a les thérapeutes, il y a les kinés. Enfin, il faut articuler tout ça et c'est donc la difficulté d'articuler l'ensemble des équipes, les soins pluridisciplinaires, donc à la fois l'approche médico-chirurgicale et l'approche cognitivo-comportementale en une véritable, on peut parler de médecine intégrative. Et c'est là que Christine Levesque intervient et son génie d'y avoir pensé à une plateforme numérique qui va venir permettre de se corréler, puisque la RCP, elle est ponctuelle, elle est une fois par mois, tous les 15 jours, et donc il peut se passer des choses entre les deux. Et cette plateforme va permettre de se poser des questions les uns les autres et de répondre et d'essayer d'améliorer la prise en charge. Donc, je vous propose d'enchaîner sur la plateforme pour la coordination avec Christine Levesque, également chirurgien gynéco au Centre L'Avancée. Je remercie donc Eric pour cette belle présentation et le centre donc l'Avancée de m'avoir donné la responsabilité de pouvoir présenter notre outil de coordination numérique, une plateforme INU que nous avons réalisée afin donc de coordonner notre équipe pluridisciplinaire et également de l'utiliser en recherche clinique. Bien sûr, nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien dans cet événement et dans la création donc de cette plateforme également. Il me semblait très important de redéfinir ensemble un petit peu ce que c'était que la pluridisciplinarité, puisque c'est quand même un thème aujourd'hui qui me semble indispensable dans la prise en charge de la santé de la femme. Donc, bien sûr, c'est une équipe qui présente un objectif commun, évidemment composé de disciplines différentes, avec des compétences variées, et ces compétences variées vont être bien sûr complémentaires, tout ça dans un objectif d'efficacité. Donc aujourd'hui, l'efficacité, nous, en santé de la femme, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des patients, également ceux que nous prenons en charge en douleur périnéale. Donc la pluridisciplinarité, c'est quoi? C'est la complémentarité des compétences au profit de l'efficacité de l'équipe. Effectivement, seul, on peut aller plus vite, mais il est clair qu'ensemble, on ira tous plus loin. En oncologie, c'est évident que la pluridisciplinarité est indispensable. D'ailleurs, les recommandations HAS et INCa l'ont écrit dans ce sens, à la fois dans une approche diagnostique au niveau clinique et paraclinique, bien sûr, déjà. En plus, au niveau du traitement médico-chirurgical, on a besoin également de chirurgiens, d'oncologues, de radiothérapeutes. Et aujourd'hui arrive une nouvelle notion, une notion qu'on appelle un traitement cognitivo-comportemental, qui est très, très important aujourd'hui, également en prise en charge pluridisciplinaire, et notamment dans le cancer, avec une prise en charge donc, en activité physique, en physiothérapie, en thérapie centrale, en prise en charge sociale, et même avec l'intégration et l'arrivée de patientes expertes. Cette nouvelle notion, on l'appelle l'oncologie intégrative, elle va permettre de compléter un traitement médical conventionnel avec un traitement complémentaire. Ici, à Aix-en-Provence, on a un bel exemple d'oncologie intégrative avec l'existence des centres ressources qui ont été créés par le docteur Jean-Louis Mouisset et qui nous permettent donc de proposer cette thérapie aux patientes. Donc, quels sont les bénéfices de cette pluridisciplinarité en cancérologie? Eh bien, l'oncologie intégrative, notamment grâce à cette belle revue de la littérature de Lopez, appuyée sur de nombreuses études randomisées, a permis de démontrer que cette oncologie intégrative améliore la santé. Grâce à quoi? À une approche factuelle donc, de la modification du mode de vie et du comportement de nos patients et à l'utilisation donc, des différentes thérapies complémentaires. Cette approche intégrative avec la modification du mode de vie, du comportement, tels que la méditation, le yoga, l'acupuncture, les massages, qui pouvaient paraître il n'y a pas si longtemps que ça complètement ahurissants, eh bien aujourd'hui c'est prouvé que ça permet de soulager les patients du cancer, des symptômes liés au traitement du cancer, d'améliorer leur santé physique et psychosociale. La pluridisciplinarité en cancérologie, c'est aussi un gain sur la survie des patients. Pourquoi? On a été démontré par une étude en 2008 dans le cancer colorectal que la RCP permettait d'augmenter la survie avec un passage de la survie de 58% à 66%. Ça augmente également la satisfaction des patientes et avec un délai entre le diagnostic et le début du traitement réduit, voire dans certaines études, 42 jours à 29 jours.
Eh bien, en douleur chronique, on a la même notion de management intégrative qui a été intégrée par le docteur Robert Alan Bonancar en 2017, qui est ce médecin, c'est un médecin de la douleur, un médecin américain qui s'est beaucoup déplacé dans le monde entier et a apporté de nouvelles thérapies complémentaires. Pourquoi il a recherché, ce médecin de la douleur, de nouvelles thérapies complémentaires? Tout simplement dans la douleur chronique, parce que ça représente aujourd'hui 20% de la population mondiale. C'est aussi une principale cause d'invalidité et de comorbidité qui va induire beaucoup de troubles de l'humeur, du sommeil, du métabolisme et surtout des coûts très, très importants. Aujourd'hui, la douleur chronique, donc aux États-Unis, qu'on voit ici, c'est l'addition des coûts en maladies cardiovasculaires, en cancer et en diabète. Et bien sûr, liés à ces coûts et associés en plus, on va avoir des limites physiques, fonctionnelles, de changement social, psychologique, neurologique et métabolique. En douleur chronique, on ne va pas parler, quand on va parler de guérison, on ne va pas parler de disparition de la douleur. On va parler d'amélioration de la qualité de vie. Et Robert Alan Bonancar nous a permis, dans une revue de la littérature, de démontrer que la mise en place d'une médecine intégrative dans la douleur chronique permettait donc d'améliorer cette qualité de vie. Et ce qui a donné naissance aux États-Unis à la recommandation de la médecine intégrative dans cette prise en charge. Eh bien, en douleur pelvipérinéale chronique, finalement, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas la même chose, puisque la pluridisciplinarité, elle semble évidente. Bien sûr, donc pourquoi la pluridisciplinarité déjà en douleur pelvipérinéale chronique? Donc, je me suis appuyée sur un article du professeur Ploto et professeur Labatte qui distingue bien que souvent, en douleur pelvipérinéale chronique, on peut effectivement avoir une maladie primaire et on va souvent rencontrer également des discordances entre la douleur et l'absence en fait d'anomalies visibles à l'imagerie. Par quoi, en fait, souvent lié à un dysfonctionnement du système nociceptif qui est lié à une sensibilisation viscérale, une hypersensibilité, comme Eric nous en a parlé tout à l'heure, qui a même donné naissance à des critères convergence d'hypersensibilisation pelvipérinéale chronique. Aujourd'hui, on a un scoring pour rentrer les personnes dans ce type de pathologie. Et la sensibilisation viscérale ne va pas apparaître du jour au lendemain, mais elle va apparaître suite à un événement déclenchant dans un contexte, et ça va persister bien au-delà de la guérison, et c'est chez un certain type de patient. On va basculer dans la douleur chronique. Donc, on se rend compte que l'événement déclenchant et le contexte est très important, d'où la nécessité de réaliser 4 axes de traitement indispensables. Bien sûr, la prise en charge médico-chirurgicale, si on a une pathologie primaire, mais on va avoir besoin également de la pluridisciplinarité avec la physiothérapie, la thérapie centrale et la prise en charge socio-professionnelle. Donc, effectivement, l'équipe pluridisciplinaire en douleur pelvipérinéale chronique, aujourd'hui, ça nécessite bien sûr une médecine intégrative. Et aujourd'hui, on s'est efforcé au Centre L'Avancée de pouvoir proposer cette approche à la fois médico-chirurgicale, avec des consultations médicales, chirurgicales, d'expertise, et bien sûr des réunions de concertation, et également une approche donc intégrative avec une approche cognitivo-comportementale qui va comporter la physiothérapie et puis des soins de support qu'on a mis en place comme la photobiomodulation, le MILTA, la radiofréquence, le laser, la thérapie centrale. On a aussi des coachs qui travaillent avec nous, des diététiciens et aussi une patiente experte. Donc finalement, aujourd'hui, j'espère que je vous ai convaincu que la nécessité d'avoir une équipe pluridisciplinaire en santé de la femme, c'était évident, pour une vision globale du patient et de sa maladie. Évidemment, un parcours de soins adapté. Ça va donner, donc, on va s'enrichir personnellement avec l'acquisition de nouvelles connaissances, tout en communiquant mieux entre professionnels. Et n'oublions pas l'objectif, c'est l'efficacité, l'augmentation de la qualité de vie et la survie de nos patients. Bien sûr, qui dit pluridisciplinarité dit plusieurs intervenants, dit difficultés relationnelles qui peuvent s'intégrer entre les différents professionnels. C'est pas moi qui le dit, mais Sonia Rochat, dans son mémoire en santé publique, avait très bien étudié ceci et évoqué la difficulté justement de cette prise en charge pluridisciplinaire, avec les difficultés de temps des équipes, de coordination. Bien sûr, des conditions de partage de l'information entre les professionnels. On avait des informations qui se perdaient, beaucoup, des pertes de documents. La difficulté de partage des valeurs entre les professionnels, donc avec ces longues discussions qu'on peut avoir parfois, de difficultés de communication et suivi donc, à son patient, et donc bien sûr d'adhésion. Et avec cette nouvelle notion aujourd'hui, on a des praticiens qui sont très intéressés pour mettre en place ces équipes pluridisciplinaires, mais pour laquelle il faut trouver un réseau professionnel adapté et donc on va avoir une nouvelle difficulté.
C'est pourquoi on a réfléchi à une modalité et on a souhaité réaliser cette plateforme numérique de coordination qui nous sert également d'outil de recherche clinique aujourd'hui, puisque en santé et en douleur pelvipérinéale, on a encore trop peu de données pour améliorer la qualité des soins. Cette plateforme a été validée par l'Agence régionale de santé PACA. Donc déjà, pourquoi? Pour faciliter l'activité des professionnels des différents établissements et bien sûr créer un lien plus important avec nos correspondants. Faciliter la coordination au sein de notre équipe en termes de visibilité, de temps et de communication. Il fallait qu'on réengage notre patient dans la prise en charge et l'évaluer aussi, notre prise en charge. Il faut qu'on se remette en question, bien sûr, et faciliter la recherche clinique. Donc finalement, la création de cette plateforme INU, que vous voyez, elle va être un lien entre notre équipe de coordination et le centre de recherche, avec les professionnels de santé de premier recours, de l'établissement et bien sûr notre patient. Comment vous pouvez accéder à la plateforme et aux données de vos patients? Tout simplement avec votre carte TPS. Ça va vous donner le parcours, le rendez-vous, les suivis, les documents. À chaque fois que le dossier va être modifié, on va avoir une notification et vous pourrez recevoir les comptes rendus et suivre les indicateurs de suivi, voire même avoir une messagerie sécurisée. Ce qui est très important, c'est qu'avant d'intégrer cette plateforme, toutes les patientes ont donné leur consentement et c'est également un hébergeur de données de santé agréé conformément à la réglementation. Donc, comment elle facilite la coordination et la communication? Tout simplement par une meilleure visibilité, déjà une visibilité chronologique avec les différents traitements qu'ils ont reçus, que ce soit chirurgicaux ou médicaux. Les soins de support également, très importants, qu'on peut retrouver. Les différents traitements, on sait qu'en douleur pelvipérinéale chronique ou en cancérologie, on peut avoir de nombreux traitements, donc lesquels ont été efficaces, inefficaces, ce qui permet d'éviter de recommencer certaines choses. Pareil, on a des patients qui ont beaucoup d'imagerie. Donc là, ça permet quand même de faire une bonne chronologie des différents examens réalisés et puis d'avoir un suivi, notamment en termes de RCP. Comment engager donc notre patient dans sa prise en charge? Donc, le patient a sa propre application. Donc l'application permet qu'il remplisse ses questionnaires de suivi, ses questionnaires d'évaluation, ses questionnaires de qualité de vie et ses questionnaires également d'études lorsqu'il est intégré dans une étude au sein du centre. Il peut accéder également à des documents, des vidéos d'information. Et il va également simplifier notre programme d'éducation thérapeutique que nous avons mis en place également cette année avec l'équipe, dont Violaine va vous parler ultérieurement. Donc voilà, il va permettre de réaliser le bilan initial et final, d'inscrire donc les différents patients aux ateliers et également donc de démarger et de réaliser le compte-rendu. Ce qui était très important, c'était donc d'évaluer aussi notre prise en charge, la qualité de nos soins, et puis de développer un outil de recherche clinique. Donc, comment on pouvait le faire? En fait, nous avons repris les scores de qualité de vie et de questionnaires qui existent déjà dans la littérature scientifique. Et donc, nous les avons intégrés à la plateforme afin donc d'évaluer dans le temps les différents scores. En fait, au fur et à mesure de leur prise en charge, les patients vont recevoir de manière automatique à 1 mois de la chirurgie, à 6 mois de la chirurgie ou de la prise en charge médicale initiale, des questionnaires de qualité de vie en rapport avec leur maladie. Et ils vont pouvoir voir dans le temps l'évolution également grâce à des indicateurs donc, de santé. Ce qui est très important, c'est qu'en douleur chronique, souvent, on a des patients qui ont toujours un peu de douleur, mais on voit nettement leur amélioration de la qualité de vie. Et le fait d'avoir des indicateurs donc, de suivi nous permet de voir qu'il y a une progression. Quel outil de recherche clinique on a mis en place? Des questionnaires de maladie, on va pouvoir retrouver le score convergence, de névralgie pudendale, les différents scores gastro-intestinales, bien sûr l'HADS, le côlon irritable et les scores de douleur vésicale. Les questionnaires de qualité de vie sont excessivement importants. On va retrouver les plus généraux, donc le Q5D, la qualité de vie sexuelle et ceux qui sont spécifiques à l'endométriose, le HP30. Les différents questionnaires cliniques, et bien sûr des questionnaires d'évaluation très très importants que le patient va remplir vraiment tout au fur et à mesure qui va nous permettre de donner ces indicateurs.
Autre chose très importante, c'était d'avoir les questionnaires paramédicaux, donc de savoir comment était réalisée la physiothérapie, l'ostéopathie. On avait pas mal de patients qui peuvent parfois se retrouver en échec de ce type de traitement. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de comprendre qu'est-ce qui avait été réalisé. Donc, nos experts physiothérapeutes, ostéopathes ont mis en place ces questionnaires qu'on pourra discuter en RCP. Les questionnaires également de photobiomodulation et de radiofréquence. Les e-questionnaires, les ICRF également, à chaque fois que notre patient est intégré dans une étude, il reçoit au fur et à mesure et de manière automatique les questionnaires donc dans le temps, au fur et à mesure de l'évolution de l'étude. Donc, bien sûr, cette plateforme, vous avez compris, a un grand intérêt. Elle permet à la fois donc le lien, l'agenda et de réengager le patient, d'évaluer avec les différents questionnaires, d'accéder, de faciliter le programme de TP, de permettre une meilleure communication entre les praticiens avec les messageries, les scorings, et donc également donc, en termes d'outils de recherche clinique. Donc, la plateforme numérique, elle est bien sûr reliée avec notre infirmière de coordination et elle va nous permettre donc cette coordination interdisciplinaire et la meilleure communication. Les liens avec les centres donc, de premier recours. Tout cela pour une meilleure visibilité de notre parcours du patient. Une communication entre médecins-patients qui peut être facilitée avec des gains de temps grâce à la visioconférence et à la téléconsultation. Et bien sûr, l'application permet de réintégrer le patient dans sa prise en charge avec cet aspect d'outils de recherche clinique qui est très important donc, dans la mise en place de ce centre de recherche en santé de la femme. Donc, en conclusion, cette plateforme numérique, outils de recherche clinique, va vraiment simplifier la multidisciplinarité et les bénéfices qu'on peut en retrouver, qu'on a déjà décrits, l'optimisation de la qualité de vie, l'optimisation de la survie, bien sûr en améliorant la recherche par le recueil de données prospectif. Donc aujourd'hui, comme tout, il faut évaluer ce que l'on réalise, se remettre en question. Et donc, on a établi ce qu'on appelle le protocole TRENS avec l'évaluation notamment du déploiement de l'outil que je suis en train de vous présenter, à la fois sur les professionnels de santé, la satisfaction également des patientes et de sa qualité de vie. En tous les cas, aujourd'hui, un domaine qu'on connaît bien qui est le domaine des douleurs pelviennes chroniques, selon une étude longitudinale observationnelle de son cours. Merci de votre attention. Donc, voilà, on n'a pas toute l'équipe parce que depuis, on a bien augmenté en nombre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie de notre réseau et travailler en coordination avec nous. Bravo Christine, tu nous as convaincus, je pense, tous de l'importance de cette plateforme pour articuler cette prise en charge multidisciplinaire qui est nécessaire. Un petit retour sur les questions, une réponse rapide à Claire Picato, qu'est-ce que la physiothérapie? C'est vrai qu'on a tendance ici, on est dans le sud, à parler physio, en France on parle plutôt de kinésithérapie, mais c'est les Espagnols, les Italiens, quand on dit physio, c'est la kiné pour nous. Les anglo-saxons disent physical therapy et nous on a tendance à dire physio. Une question de Stéphanie Mandré qui nous demande avez-vous des propositions également pour les névralgies clunéales? Alors on n'a pas parlé de thérapie, c'est vrai qu'on a parlé de la névralgie clunéale tout à l'heure comme exemple de la progression de notre centre. Les névralgies clunéales font effectivement partie des thérapeutiques qu'on met en place. Comme toutes les névralgies, elles sont traitées par les traitements de la douleur neuropathique et les infiltrations, mais il y a une spécificité, effectivement, il y a un rôle de la position assise prolongée, c'est un nerf qui est assez superficiel au contact de la tuberosité, donc les axes justement de physio et d'ostéo sont intéressants. Le Qutenza marche pas mal aussi, et puis bien sûr, si l'infiltration est très positive, il peut y avoir des indications chirurgicales, et on réalise des libérations de nerfs clunéales. Peut-être, Christine, tu pourrais répondre, parce que tu connais bien ça, on demande qu'est-ce que le MILTA. C'est Sybille Mathieu qui nous pose cette question. À toi, Christine. Donc, le MILTA, c'est la photobiomodulation. C'est grâce à l'énergie donc de la lumière par des LED. En fait, ça permet de réaliser un boost cellulaire par le biais de la cellule de Krebs. Et donc, ça va permettre d'avoir une action antalgique, anti-inflammatoire. Donc, on va l'utiliser en cicatrisation. Aujourd'hui, on l'utilise aussi beaucoup en maternité pour les épisiotomies. Donc, on va l'utiliser aussi dans les infections urinaires à répétition, dans les mycoses à répétition, dans l'endométriose, donc en direction de la cicatrice. Et puis, les vestibulodinies. Donc, vraiment, aujourd'hui, en douleur pelvienne chronique, en tous les cas, ça semble un élément
très important. On a une étude en cours, on a déjà beaucoup de données rétrospectives qui nous montrent qu'on a déjà de bons résultats dans ce sens et on aimerait projeter, si c'est réalisable, une étude prospective peut-être sur la lumière. Christine, tu peux peut-être répondre à nouveau à Claire Picato qui demande si la plateforme n'existe que pour l'avancée. Donc, elle pose cette question si c'est applicable à d'autres centres. Alors, aujourd'hui, la plateforme, telle que nous, on l'a créée en douleur paludipénale chronique, cancérologie et endométriose, en tous les cas, je ne sais pas s'il y a d'autres centres qui l'ont. La nôtre, en tous les cas, est particulière à l'avancée et on est complètement ouvert à pouvoir justement travailler avec d'autres praticiens, ce qui va enrichir les données de la plateforme et puis de travailler en coordination, même si vous souhaitez rejoindre notre RCP, c'est enrichissant pour nous. Hein. Merci. Je réponds à Isaline Naudin-Colo qui nous pose la question si on peut participer à une étude sans être professionnel de notre centre. Oui, on a des collaborations qui se font notamment avec des doctorants à INSERM à Marseille et autres. C'est tout à fait possible, bien sûr, en collaboration avec Mélina Santos, la directrice du centre de recherche, mais elle vous en parlera tout à l'heure. Je crois qu'on a tout vu. Il y a Florence Apillon qui nous pose la question. Peut-être Christine, tu la vois cette question, tu peux peut-être y répondre parce que nous utilisons Monsira avec les autres professionnels de santé. C'est une messagerie sécurisée, donc je pense que c'est différent. Ce n'est pas une plateforme, ça. Hein oui, Après, oui, ça c'est oui. Tout à fait. Si vous souhaitez participer donc avec nous, vous pouvez me contacter par mail. De toute manière, n'hésitez pas à nous contacter quand. Très bien. On va passer au sujet suivant sur la prise en charge de la douleur pelvipérinéale et en cancérologie. Donc deux communications, l'une d'Ouna Franquet en cancérologie. Ouna Franquet est aussi chirurgien gynécologue au centre. Elle vient de l'Institut Pauli Calmette de Marseille et bien sûr, elle est chirurgien cancérologue. Et ensuite, un focus sur la douleur pelvipérinéale d'Olivier Brodeau, médecin de la douleur, algologue, qui a rejoint le centre tout récemment. Donc, dans l'ordre, on va demander à Ouna de prendre la parole. Bonsoir, donc comme l'a dit Eric, je suis le docteur Ouna Franquet, je suis chirurgien gynéco de formation et donc je pratique une activité de cancérologie principale, donc en chirurgie scénologique et également en reconstruction mammaire. Donc, mes conflits d'intérêts. Donc, pour ce focus, en fait, je me suis dit que ça serait intéressant de partir d'un cas clinique pour réfléchir ensemble à ce qu'est le soin sur le centre avancé et comment, en fait, on réfléchit au quotidien. On a réfléchi et on va réfléchir à optimiser la prise en charge de nos patientes. Donc, je suis partie d'une patiente de 51 ans, sans antécédent particulier, chez qui un diagnostic de cancer du sein localisé a été diagnostiqué. Donc, ce cancer est HER2 amplifié, c'est-à-dire que c'est une maladie agressive. Il fait 2,5 cm. Et il est associé à 6 cm de carcinome in situ. Elle est maman de 2 enfants de 12 et 16 ans. Elle est divorcée, elle vit seule avec ses enfants et elle est assistante maternelle. Donc, son projet thérapeutique va comporter plusieurs axes. Donc, en premier lieu, une chimiothérapie néoadjuvante qui va durer plusieurs mois, puis une chirurgie, vraisemblablement une mastectomie avec possibilité de reconstruction immédiate, puis une radiothérapie externe et enfin un traitement d'entretien avec au minimum de l'herceptine. Évidemment, ce projet thérapeutique aura été validé en réunion de concertation pluridisciplinaire et va donc concerner plusieurs médecins spécialistes, donc oncologue médical, chirurgien et radiothérapeute. Donc, ma consultation d'annonce va se dérouler comment? Donc, l'objectif, c'est de présenter à ma patiente sa maladie, les caractéristiques pour pouvoir lui expliquer les différents examens complémentaires dont elle va bénéficier et également le projet thérapeutique avec les différents axes afin qu'elle comprenne bien à quoi servent les différentes étapes du traitement. Donc, la question qui se pose devant la lourdeur d'une consultation d'annonce en cancérologie, qui est évidemment très difficile à vivre, c'est comment faire en sorte d'accompagner au mieux ma patiente.
Donc moi, ce qui m'a été appris pendant mes études de médecine, c'était qu'on faisait une consultation d'annonce avec empathie et bienveillance, qu'on proposait donc un plan personnalisé de soins qui correspond dans les faits à un planning des différentes étapes des traitements, proposer une consultation avec un psychologue, proposer des anxiolytiques si besoin, donner accès à une assistante sociale et faire un courrier donc au médecin traitant et aux différents médecins qui accompagnent déjà la patiente. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais est-ce que dans les faits, ça correspond à ce dont on parle de plus en plus depuis plusieurs années? Est-ce que c'est de la médecine personnalisée? Et est-ce que tout ça va suffire pour accompagner la patiente dans un projet thérapeutique qui est difficile? Donc, dans la réalité, une consultation d'annonce, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup de peurs chez une patiente, notamment sur un cancer du sein. Et donc, quand on parle de cancer, eh bien, la question qui va derrière, c'est la mort. C'est est-ce que je vais survivre à cette maladie? Qu'est-ce que je vais devenir? Ensuite, cette femme est maman, donc elle va penser à ses enfants. Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Comment ils vont vivre les différentes étapes du traitement? Et puis, c'est un cancer du sein, donc il y a l'image de soi aussi qui est très perturbée. Quand on parle de chimiothérapie, évidemment, on pense tout de suite aux effets secondaires, notamment la perte de cheveux, la fatigue. Et puis, cette dame va peut-être penser, est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Et puis, comment je vais gérer mon quotidien? Comment je vais m'occuper de mes enfants? Et quel sera mon planning? Quelle sera mon organisation de mon traitement? Enfin, la chirurgie dans le cancer du sein, ça peut être vu comme une possible mutilation. Quelle sera la perte de fonction, la mobilité? Est-ce qu'il y a des douleurs pendant, après? Et puis, il y a aussi la question de la sexualité. Et puis, à quoi cette dame va ressembler? Qu'est-ce qu'elle va voir dans son miroir après la chirurgie? L'autre élément de son projet thérapeutique, c'est la radiothérapie. Alors, généralement, quand on en parle au tout début, ça paraît très lointain. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, ils se posent la question, qu'est-ce que c'est? Quels sont les effets secondaires? Et puis, le traitement d'entretien, c'est encore plus loin, encore plus obscur. On se dit que ce n'est pas vraiment une chimio, mais en même temps, c'est un traitement important. Quel sera le quotidien avec? Est-ce qu'on va reprendre une vie normale derrière? Est-ce qu'on va reprendre le travail? Donc, vous le voyez, la patiente se pose beaucoup de questions et on a envie de répondre à toutes ces questions et surtout de lui apporter une aide adaptée. Donc, la première question que je me pose, c'est est-ce que moi, chirurgien, oncologue en consultation, je peux apporter toutes les solutions à cette patiente? Et la réponse est évidemment non. Et donc, pour entourer ma patiente et l'accompagner dans son parcours de soins, on doit travailler en équipe. Donc, ce sont des choses très simples. L'organisation de son parcours de soins avec évidemment l'infirmière de coordination. On peut faire appel à des prestataires de santé, par exemple pour la livraison des pansements, des antalgiques à domicile. Évidemment, la gestion de la douleur est primordiale, notamment dans la chirurgie, en expliquant à la patiente avant les douleurs, comment elles seront gérées pendant et après la chirurgie. On peut également faciliter le parcours de la patiente en prenant, nous, les rendez-vous, en coordonnant ces différents rendez-vous. Également plusieurs consultations d'annonce pour pouvoir hiérarchiser l'information et lui permettre d'intégrer l'information. Et quelque chose qui, à mon sens, est capital, c'est intégrer les accompagnants et les aidants à ces consultations et au parcours de soins pour que la patiente ne soit pas seule. Donc, le docteur Levesque vous a présenté l'oncologie intégrative et ça, c'est un outil relativement récent qui va nous permettre d'améliorer considérablement l'acceptation et l'efficacité du traitement. Évidemment, l'oncologie intégrative, c'est quelque chose qui est validé par les sociétés scientifiques, notamment de cancérologie, dont l'ASCO. Il y a donc une société internationale d'oncologie intégrative qui édite des guidelines qui sont évolutifs dans le temps et qui sont basés sur des publications scientifiques de qualité. Donc, pour le résumer, comme l'a dit Christine, donc ce sont des thérapies qui sont complémentaires validées pour contrôler les symptômes physiques et émotionnels. Il va de soi que ce sont des éléments qui sont non invasifs, qui sont non toxiques et qui doivent être donc sécures. Idéalement peu onéreux et évidemment efficace. Et je pense que le plus important de tout cela à retenir, c'est que ces différents éléments de l'oncologie intégrative ne sont que des thérapies additionnelles et donc ne doivent pas remplacer le traitement conventionnel. Et ça, c'est absolument capital de le dire à la patiente. Donc,
J'ai pris quelques exemples des différents éléments d'oncologie intégrative qui sont mis en place et qu'est-ce qu'ils vont apporter à ma patiente en fonction des différentes questions et problèmes qui ont été soulevés lors de cette première consultation. Donc, par exemple, l'ostéopathie va pouvoir aider à soulager les douleurs, l'hypnose et la sophrologie, améliorer la gestion du stress, les angoisses générées par les questions de mort, d'image de soi. L'homéopathie et les compléments alimentaires vont pouvoir, par exemple, diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Donc là, on se dit qu'on a quand même apporté beaucoup de réponses à notre patiente, mais à mon sens, il en reste d'autres, et notamment poursuivre l'objectif de donner un sens au parcours de cette patiente et intégrer en fait les soignants qui sont déjà là avant le cancer, et notamment le médecin généraliste. Parce que fait la patiente quand elle sort de la consultation d'annonce? En fait, elle va chez son médecin traitant. Et bien souvent, c'est la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire qu'en fait, il est informé par courrier 3 semaines après de ce qui va être programmé. Sauf que la patiente, elle a besoin de réponses tout de suite, et donc le médecin traitant peut se retrouver dans certaines situations assez isolées, et ça n'est pas acceptable. Il y a aussi des intervenants paramédicaux qui sont déjà présents dans la vie de la patiente. Ça peut être une infirmière, un kiné, un ostéo, et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Enfin, et ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus récent, avec Internet, la patiente en sortant de consultation va aller chercher des informations et puis là elle va tomber sur une multitude de données, il va falloir qu'elle trie et elle va tomber sur des informations de qualité, mais d'autres qui peuvent être fausses et surtout des informations qui ne sont pas adaptées à sa pathologie propre et donc le risque c'est de générer de l'anxiété. Alors, pourquoi il faut apporter des informations de qualité, intégrer le médecin traitant et personnaliser l'information pour avoir une meilleure observance, une meilleure efficacité des traitements et une meilleure qualité de vie. Et ça, bien évidemment, ce sont des données qui ont été étudiées et prouvées. Donc, comment ? Eh bien, donc évidemment, et encore un travail d'équipe. On utilise déjà ce qui est existant, donc notre infirmière de coordination, le plan personnalisé de soins, et donc plus récemment, cette plateforme INU sécurisée qui va donc nous permettre d'intégrer réellement les différents intervenants autour de la patiente, dont le médecin traitant, qui va devenir un acteur visible dans la prise en charge de la patiente, qui pourra interagir avec l'équipe spécialisée. Cette plateforme va également permettre de rendre la patiente actrice de sa prise en charge, qui va pouvoir implémenter la base, remplir des questionnaires d'évaluation pour avoir un suivi plus rapproché. Et elle va avoir également accès à des données personnalisées, c'est-à-dire que par exemple, cette patiente qui va bénéficier d'une mastectomie aura accès à des fiches d'information sur la mastectomie et les différentes reconstructions auxquelles elle pourrait avoir accès. Et elle n'aura pas accès à, par exemple, des fiches d'information sur les traitements conservateurs dans le cancer du sein. En conclusion, je pense que l'oncologie d'aujourd'hui et notre projet, et ce qu'on essaye de faire au quotidien au Centre L'Avancée, c'est continuer à intégrer les pratiques qu'on peut dire non allopathiques, aller au bout du projet de la médecine personnalisée, qui est un objectif national en France et dont nous devons peut-être juste réapprendre à soigner ensemble. Et en fait, tout a été dit le jour où nous avons prêté serment lors de notre thèse de médecine. Alors, je ne vais pas tout lire, mais donc, notre premier souci sera de rétablir, de préserver, de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. Et je pense que si on arrive à faire ça, on arrive à faire de la bonne médecine. Je vous remercie. Bravo, Ouna, et merci de cette communication. Donc, il y a une question de Christian de Peretti qui dit merci pour la présentation très intéressante. Est-ce qu'il y a des évaluations sur l'oncologie intégrative et les apports par rapport au stress? Oui, il y a des publications, donc notamment dans le cancer du sein et dans le cancer du côlon, qui ont montré que l'oncologie intégrative, donc en fait améliorer la survie globale et sans récidive, notamment grâce à en fait une meilleure observance. Alors il y a surtout des études qui sont autour des traitements de chimiothérapie et d'hormonothérapie, parce que par exemple sur l'hormonothérapie par anti-aromatase ou par tamoxifène, en fait, on se rend compte que je crois que la première année, il y a 80
environ 80% des patientes qui sont observantes. Et puis, la deuxième année, on passe à 50%. Et le fait d'ajouter, par exemple, des modifications alimentaires, de la physiothérapie, de l'homéopathie, en diminuant les effets secondaires, va permettre une meilleure observance. Donc oui, il y a des études là-dessus qui sont très intéressantes. Donc, Olivier Bredeau, algologue, sur ce focus de moins de 15 minutes sur les douleurs pelvipérinéales. À toi, Olivier, je te donne la parole. Bonjour à tous et un grand merci pour l'invitation sur cette présentation à l'avancée. Bon, merci à Eric de l'introduction et beaucoup d'éléments seront peut-être repris dans la présentation que j'ai choisi de vous faire aujourd'hui, qui est un focus douleur sur les douleurs pelvipérinéales. Je ne pourrais pas vous faire l'ensemble diagnostic, signe diagnostic, traitement et prise en charge intégrative, comme il vient d'expliquer à plusieurs fois, mais j'ai choisi simplement de faire un focus sur la partie diagnostique initiale. Alors, un élément important pour qu'on soit tous d'accord sur qu'est-ce qu'on entend sur une douleur. Une douleur, c'est une sensation, et travailler uniquement sur la sensation a un intérêt, mais on ne peut pas dissocier que la douleur, c'est une sensation et une émotion qui est désagréable et que parfois, un peu lâchement, certains de nos collègues disent « voilà, je ne comprends pas votre douleur, donc elle est dans votre tête » et le patient pourrait tout simplement répondre « oui, heureusement que j'ai une tête, parce que si je n'avais pas de tête, je n'aurais pas de douleur ». Ce que Descartes avait bien compris il y a maintenant plusieurs siècles, la tête est indispensable et va être un élément important de la variation de la perception de la douleur. Alors, la perception de cette douleur se fait par rapport à des éléments physiologiques maintenant et physiopathologiques qui sont bien connus, qui va donc de la périphérie, ce stimuli périphérique que vous voyez ici, simulé par un feu, et puis donc une transduction plus une transmission et une modulation de la douleur qui va se faire aussi de façon importante, et puis cette perception au niveau central. Alors, il y a un certain nombre d'hypersensibilités, donc existent à plusieurs niveaux, au niveau périphérique, au niveau secondaire, c'est-à-dire au niveau médulaire, et puis également des modifications de la perception au niveau central. Et donc, tout ça fait que finalement, pour plusieurs sujets qui ont la même pathologie, par exemple une pathologie pelvipérinéale, le ressenti va être complètement différent. Et on est là dans une notion personnalisée et individualisée du ressenti douleur. Donc, c'est très difficile de faire des études uniquement sur la perception de la douleur. Donc, c'est pour ça que les questions qui ont été rapidement intégrées, ce n'est pas l'amélioration de la douleur en elle-même, mais beaucoup l'amélioration de la fonction et puis, bien sûr, l'amélioration de la qualité de vie. Alors, il y a deux phénomènes qui vont modifier beaucoup ce système. Ce sont des systèmes excitateurs, c'est-à-dire l'intensité de la douleur, l'intensité de la lésion, la non-cicatrisation, et puis des effets qui vont être le temps, la chronicisation, et donc l'hypersensibilité secondaire. Et puis, bien sûr, au niveau de ce cerveau, il y a une possibilité de moduler la douleur, c'est-à-dire de la diminuer en intensité par ce qu'on appelle un contrôle inhibiteur descendant. Et ce contrôle inhibiteur descendant dépend essentiellement d'un système que vous avez tous entendu parler, qui est les endorphines, qui vont moduler donc l'intensité de la douleur. Alors, la douleur, elle est embêtante aussi quand elle devient chronique. Vous voyez que si on simule en rouge ce qui est l'intensité de la douleur, vous voyez que cette intensité de la douleur, finalement, elle est plus perçue par la partie sensorielle qu'on retrouve exclusivement dans la douleur aiguë, mais elle n'est plus qu'un petit point au milieu de plein d'autres éléments qui vont être gênants pour le sujet, qui sont les contractures musculaires. Donc, la douleur engendre des contractures musculaires. Lever les contractures va diminuer le phénomène de la douleur. C'est un axe réflexe qu'on connaît bien et qui est utilisé donc en kinésithérapie ou physiothérapie, comme on le spécifiait il y a quelques minutes. La douleur s'accompagne bien sûr d'une inactivité, d'un repli sur soi du sujet dans les cas les plus graves, qui accompagne elle-même la fatigue. On sait que l'immobilisation entraîne fatigue et que l'activité physique a plutôt paradoxalement tendance à diminuer cette fatigue chronique ressentie par les sujets douloureux chroniques. Ce qui est important à cibler aussi, c'est que les sujets deviennent relativement difficiles à traiter lorsque cette douleur entraîne une forte perturbation du sommeil et que les troubles du sommeil sont associés. Dans les douleurs du postpartum, on est dans cette situation-là bien souvent
et qui rend difficile la prise en charge s'il n'y a pas un moment de repos, de régénérance du corps et notamment de ce système endomorphinique qui est très bénéfique pour la question de l'antalgie. Alors bien sûr, des éléments de ressenti émotionnel vont être associés à cette douleur. On parle d'anxiété, de dépression, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je ne peux pas en quelques secondes résumer l'ensemble de la question. Sachez qu'il y a des troubles du comportement qui peuvent être très très graves et on voit que dans le cadre du Covid, par exemple, des décompensations, y compris psychiatriques, relativement importantes, dont le primum movin, c'est malheureusement la douleur chronique. Et puis, des répercussions sur l'environnement. Et c'est pour ça que la qualité de vie va être un élément extrêmement important. Et en douleur pelvipérinéale, la sexologie et les rapports sexuels sont un des indicateurs de l'évolution favorable de la situation. Alors, bien sûr que quand on fait quelque chose et qu'on prend en charge ce type de douleur, il faut faire une évaluation. Ce n'est pas un diagnostic qu'on va faire en 30 secondes sur un bout de bureau, mais il faut faire une évaluation qui va comprendre 4 étapes et je ne vais développer aujourd'hui qu'une seule de ces étapes, qui est la question de la lésion. Et il faudra bien sûr essayer d'évaluer la fonction, mais il y a d'autres éléments et je ne pourrais pas l'aborder aujourd'hui, la sensibilité et bien sûr la capacité d'adaptation du sujet à ce phénomène douloureux. Mais aujourd'hui, si l'on voit des patients douloureux chroniques dans nos cabinets, c'est qu'en fait, ils sont en inadaptation par rapport à ce phénomène douloureux. Alors, le système neurologique du petit bassin, c'est un élément très très important sur lequel on va s'arrêter quelques secondes. Il y a des récepteurs donc somatiques qui alertent et qui donnent une notion de la position, hein, et ça c'est important. La position, je suis en position assise, debout, couché, c'est ces fameux récepteurs qui sont alertants. Et puis il y a des récepteurs qui sont aussi sensibles à cette proprioception, qui sont dans les viscères, hein, la vessie, le rectum, et qui sont associés là aux fonctions des organes. Le système sensitif, il est véhiculé par des petites et des grosses fibres, et malheureusement la douleur est véhiculée par des petites fibres, ce qui rend par exemple un peu inutile, voire non productif, tous les éléments, les examens électrophysiologiques qu'on pourrait faire pour détecter une douleur. Dans bien souvent des cas, ces examens reviennent normaux, ça ne dédouane pas l'existence d'une douleur dans le territoire du nerf touché. Et puis, la transformation de l'information au niveau du cerveau, et notamment un des points très très importants dans la douleur frontale, de la douleur chronique, la question frontale avec les troubles du comportement. Et puis, il y a un contingent efférent qui réagit à cette... donc, qui va du central vers la périphérique. Quel contingent moteur et musculo-squelettique. Mais surtout, un des éléments très très importants, on le verra, c'est le système nerveux autonome qu'on ne sait pas bien analyser et surtout pas bien traiter, puisque c'est une variable importante, notamment dans les facteurs de chronicisation. Alors, les récepteurs, les nocicepteurs, ben vous les voyez, vous les trouvez, ils sont sous la peau, à plusieurs endroits. Ils sont localisés au niveau, bien sûr, de la vulve, des grandes lèvres, au niveau des muscles. Hein. Le muscle est un organe qui comprend les deux récepteurs, des nocicepteurs et des récepteurs moteurs. Ce qui explique en partie, par exemple, l'efficacité de la toxine qui agit à la fois sur le nocicepteur et sur la plaque motrice, donc sur le récepteur moteur. Et donc, si vous voulez, les effecteurs moteurs. Et donc, ça veut dire que là, on a des éléments qui sont importants en compte, la position de ces récepteurs qui ne sont pas, qui sont à proximité de la peau et leur passage va, par exemple, rendre à peu près antalgique une piqûre profonde. Par contre, si vous mettez de l'EMLA, il faut que celui-ci pénètre suffisamment profond pour que, et ça c'est une durée d'application, pour que vous ayez une efficacité antalgique. Ce qui est important aussi, c'est de connaître bien sûr les muscles, quand on regarde un petit peu le périnée, qu'il y a ces douleurs du périnée, mais surtout les nerfs. Et les nerfs, si vous voulez, il y en a au moins 3 qui vont nous intéresser. Et selon la position de la douleur, on peut tout à fait dire si on est sur une position plutôt antérieure, eh bien, ce n'est pas un pudendal, ce n'est pas un nerf pudendal, mais un ilio-inguinal ou un génitofémoral, mais ce n'est pas un nerf pudendal. Si on est sur une position qui sera médiane, on va privilégier le diagnostic du pudendal. Et si on est sur une position qui sera plutôt postérieure, on va parler du nerf clunial qui a été évoqué dans une question récemment. Donc, ce sont des éléments malheureusement qui sont méconnus, qu'on doit
ce schéma, on doit aux équipes de Nantes, hein, qui ont les premiers parlé de ces somatisations des nerfs. Et c'est important que celles soient connues pour qu'on puisse orienter le diagnostic. Et il est quand même embêtant de recevoir en consultation un patient adressé par un confrère en nous disant, voilà, il a un problème sur le nerf pudendal, alors qu'il a une douleur qui est pubienne, voire suspubienne. Alors, ce qui est important aussi, c'est l'innervation par les nerfs sympathiques. Cette innervation par les nerfs sympathiques va énormément faire varier la sensibilisation douloureuse, et notamment des organes. Pour ce qui est des fibres parasympathiques, le col utérin, la vulve, le vagin sont des éléments qui sont… Et on voit que l'innervation-là dépend du plexus sacré. Et ça, c'est important parce qu'une partie des douleurs qui vont émerger au niveau pelvico-périnéal sont des projections de douleurs lombaires et de défaillance des disques ou de l'architecture de la colonne vertébrale. Et donc ça, c'est important aujourd'hui que lorsqu'on prend en charge quelqu'un avec une douleur péripérinéale, on ait une idée sur cette architecture rachidienne et sur son impact éventuellement sur les douleurs. Et là, on peut aussi dissocier le contingent lombaire qui va être plutôt de projection donc antérieure, ilio-inguinale et génitofémorale, et qui va toucher essentiellement l'utérus, la vessie, le rectum, du contingent sacré qui, lui, va toucher le col utérin, le sphincter urinaire et le sphincter anal. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de queue de cheval, ce sont ces dysfonctionnements urinaires et anal qui sont souvent associés de point de vue lésionnel. Alors, vous voyez que ces nerfs sympathiques se rejoignent dans un petit endroit qui est en fait le fameux ganglion impar, qui est aujourd'hui une des stratégies thérapeutiques pour essayer de traiter ces hypersensibilités. C'est une thérapeutique de deuxième, voire de troisième intention, lorsqu'on est dans l'échec par rapport aux éléments lésionnels qu'on a repérés autour de ces lésions dans le pelvis et au niveau pelvipérinéal. Donc, c'est un élément à prendre en compte, et les questions sur le plexus sacré sont extrêmement complexes. Alors, on a parlé de médecine intégrative. Il est clair aujourd'hui que tout commence par une évaluation biopsychosociale. Alors, c'est un vieux terme pour les gens qui font de la douleur chronique, biopsychosociale, c'est-à-dire qu'on ait un dossier qui comprenne quand même quelques éléments sur le diagnostic lésionnel, parce que la douleur, elle ne vient pas du ciel, mais elle part quand même d'un élément lésionnel. Il faut faire un bon diagnostic lésionnel, et ça, c'est très, très important. C'est pour ça qu'il faut travailler en équipe pluridisciplinaire pour faire ce diagnostic. Il faut avoir un lien, et le lien de retentissement sur le psychisme de ce patient, qui peut être antérieur ou concomitant à la lésion. La notion du stress post-traumatique est une notion très, très importante, apparue dans les 10 dernières années, et qui explique en grande partie certaines chronicisations, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'associer des évaluations et des prises en charge par nos collègues psychologues, voire psychiatres dans les situations les plus graves. Et puis, la question sociale et le retentissement social, alors beaucoup sur la question de l'arrêt du travail, hein, pour les femmes qui sont en période de travail, mais pour les plus jeunes d'entre elles, c'est l'absentéisme scolaire, voire un absentéisme, difficulté à passer les examens. Une des patientes que j'ai vues la semaine dernière était dans cette situation-là. Et puis, la problématique, bien sûr, de retentissement sur la relation intime et sur la question du couple. La douleur pelvipérinéale, comme la douleur en gynécologie, c'est aussi un problème de couple, et c'est une situation qui est importante à prendre en charge de façon un peu binaire, avec donc le mari, ce qui est un peu plus compliqué en période de Covid. Alors, autre élément, une fois qu'on a fait cette évaluation, eh ben, comme l'a expliqué avec beaucoup de techniques Eric précédemment, c'est gérer des zones gâchettes, qui sont des zones gâchettes liées à un traumatisme physique ou liées à un traumatisme psychique. La zone gâchette psychique, c'est très, très nettement le modèle du stress post-traumatique. Et puis, on va traquer. Alors ici, dans cette stratégie thérapeutique, le malade est passif. Il est dans une immobilisation. Et la douleur chronique immobilise la patiente. Et c'est vrai que cette situation-là, elle est très embêtante parce qu'on ne fera rien.
comme je le dis, sans elle, et on ne fera rien si elle ne reprend pas un certain nombre d'activités. Coachées au départ par la réadaptation, avec des acteurs qui ne vont pas travailler le passif, mais travailler la reprise et la réhabilitation, qui est un élément, et la rééducation depuis très longtemps, M. Bourreau le disait très très longtemps en douleur chronique, est un élément majeur. Et on ne sort pas d'une douleur chronique sans une réhabilitation et une réappropriation de son corps, souvent dans des situations compliquées, ce qui va, au bout du compte, essayer d'améliorer la qualité de vie et la réinsertion professionnelle de ces patientes. Voilà, je vous remercie. C'est sur cette diapo que je vous laisse, mais en vous laissant sur quelques frustrations volontaires pour ne pas trop déborder le temps de ce focus. Je vous remercie. Merci Olivier, ces frustrations sont nécessaires, on le sait tous, et on a apprécié ta présentation, le gros problème effectivement de la participation du système autonomique et les thérapeutiques possibles. Peut-être, y a-t-il des questions que l'on peut déjà évaluer? Quels sont les résultats d'évaluation? Comment est traité le stress post-traumatique? Peut-être que Olivier, tu pourrais répondre à cette question. Non, le stress post-traumatique est un élément extrêmement important qui est actuellement qui pose cette question. Une des approches primaires lorsqu'il est repéré. Je vous rappelle, c'est quelque chose qui est un traumatisme qui a modifié beaucoup la vie des patientes, peut être traité par une technique qu'on a intégrée aux techniques cognitivo-comportementales, qui est l'EMDR, qui est une technique. Vous avez un site qui s'appelle l'EMDR France, où il y a un certain nombre de praticiens qui sont validés, parce que et malheureusement, comme dans toute discipline, il n'y a pas des gens qui sont professionnels, et tous les professionnels ne se valent pas. Et le site EMDR France va valider et va donner une qualification pour ces professionnels. Donc, à proximité de chez vous, en tapant sur ce site, vous allez trouver les professionnels qui permettront à la fois l'évaluation et la prise en charge de première intention. L'hypnose peut être une alternative à ces stress post-traumatiques, et les techniques d'hypnose, notamment d'hypnose et maladies chroniques, sont aussi une technique de première approche, et c'est relativement long à prendre en charge, mais ça me paraît très important, souvent dans certaines situations, parfois de les prendre en charge bien avant la mise en œuvre des traitements pour certaines patientes qui sont extrêmement touchées de ce qui leur est arrivé. Merci Olivier. Donc, c'est encore un exemple de la multidisciplinarité. La question qui vient d'être posée est en fait posée par Carole Ciani. Je m'en aperçois parce que je crois que, Carole, vous avez pas le bon nom qui s'affiche. Donc, c'est le professeur Carole Ciani de l'INSERM de Marseille. Je crois qu'on pourrait enchaîner maintenant sur la communication suivante, car on a pris un petit peu de retard, sur l'éducation thérapeutique, dans le cadre notamment de l'endométriose et l'expérience qui en est faite ici à l'avancée. Et c'est Violaine Pala, infirmière coordinatrice et sophrologue, qui va, avec Christine Levesque, nous faire un exposé de l'expérience qu'on a eue de cette ETP. Donc, je suis avec Violaine Pala, notre infirmière de coordination, et qui, bien sûr, sans elle et notre collaboration, nous n'aurions pas pu mettre en place ce programme d'éducation thérapeutique dédié à l'endométriose et qui finalement découle un petit peu de tout ce que l'on a pu dire aujourd'hui au niveau de la pluridisciplinarité. Donc, encore merci pour nos différents partenaires de cet événement. Donc finalement, comment nous sommes arrivés en fait à mettre en place un programme d'ETP dédié à l'endométriose? Bien tout d'abord par un constat quotidien, en voyant les patientes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des patientes qui ont des besoins grandissants de pouvoir, des demandes de bénéficier d'approches moins médicalisées. Et puis, on voyait aussi des patientes qui arrivaient avec beaucoup d'errance, beaucoup d'examens complémentaires, beaucoup de traitements tentés, des différentes contraceptions, différents examens très invasifs comme l'échographie endorectale. Et puis aussi la caractéristique des patients qui étaient complètement épuisés, avec des fausses croyances limitantes. On sentait que voilà, il y avait un manque de connaissance, même parfois de l'anatomie, un peu perdu dans leur prise en charge. Et puis malheureusement, le manque de temps et de moyens qu'on avait pour mettre en place une éducation des patientes à une hygiène de vie nécessaire pour prendre en charge correctement leur maladie. Et bien sûr, secondaire aux nombreux examens complémentaires et traitements et nombreux avis, l'inflation en dépenses de santé, comme on l'a vu tout à l'heure.
Puis finalement, effectivement, quand on arrive au centre l'avancée, on découvre une équipe pluridisciplinaire, vraiment passionnée par la santé de la femme. Donc tous avec une approche différente, mais tous se faisant confiance pour réfléchir vraiment de façon à travailler en co-responsabilité et en bienveillance. Et donc, on s'est dit, il y avait vraiment quelque chose à réaliser pour ces patients et mettre cette bienveillance notamment à leur disposition. Et bien sûr, la prise de conscience aujourd'hui qu'on a un système qui est très mal adapté contre les infections chroniques. On va être plutôt dans l'action médicale, des traitements antidouleurs, des traitements donc avec des consultations courtes. On a beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui quand même qu'on a des consultations médicales assez courtes qui peuvent affecter parfois le médecin, la relation médecin-malade, notamment dans les maladies chroniques ou le cancer, comme vous l'a dit très bien le docteur Franquet tout à l'heure. Et puis, il fallait redonner aux patientes une physiologie opérationnelle avec, sur le plan physique, psychique, pour une meilleure hygiène de vie et donc une approche donc nouvelle. Donc finalement, en gardant à l'esprit donc notre équipe pluridisciplinaire bienveillante avec un objectif de soins de qualité et l'amélioration de la qualité de vie, on s'est dit, eh bien, il manque le patient, il nous faut le patient, il faut qu'il soit remis au centre de sa prise en charge, au centre de son traitement, au milieu donc de l'équipe qu'on pouvait leur proposer, de ces approches différentes de cette médecine intégrative. Tout ça, et bien sûr, toujours dans le même but d'avoir cette qualité de vie et de survie augmentée avec, en proposant pour un parcours adapté qui les responsabilisait et les autonomisait. Et on a retrouvé tous ces éléments au sein de l'éducation thérapeutique que pouvait donc nous apporter. Donc, je laisse la main à Violaine Pala, notre infirmière de coordination, qui va vous présenter le programme. Bonsoir, ravie d'être avec vous ce soir et de vous présenter donc notre programme d'éducation thérapeutique. Donc comme nous voulons argumenter les différents intervenants ce soir, nous avions tous un projet commun d'améliorer la qualité de vie de nos patientes souffrant de douleurs pelvipérinéales chroniques et notamment de l'endométriose. Donc il y a quelques temps, nous nous sommes lancés dans ce projet qui nous a donné plusieurs mois de travail, mais qui a aussi enrichi nos connaissances professionnelles et personnelles. Et donc le projet a été enfin agréé à la fin de l'année 2020 et agréé par l'ARS, bien entendu. Et ce programme s'intitule « Mieux vivre l'endométriose ». Alors, l'éducation thérapeutique du patient, pourquoi ? Pour aider les patients à mieux gérer leur vie avec leur maladie chronique. Elle fait partie d'un processus continu. L'éducation thérapeutique peut démarrer à tout moment de la maladie, que ce soit au moment de l'annonce ou au cours des traitements. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle participe donc à l'amélioration de la santé du patient, mais aussi à l'amélioration aussi de la compréhension des aidants et des proches qui se sentent souvent démunis face aux douleurs chroniques et l'épuisement de leur compagne, de leur mère, de leur sœur. L'éducation thérapeutique s'appuie donc sur le vécu et l'expérience antérieure du patient. Donc, il faut prendre en compte ses compétences d'adaptation, celles qui sont déjà acquises et celles qui vont être importantes à mobiliser afin d'acquérir de nouveaux objectifs. Bien entendu, l'éducation thérapeutique, comme on peut l'entendre, ne se résume bien entendu pas à une information qu'on pourrait donner au cours d'une consultation ou entre deux portes ou dans une chambre après une intervention ou une instauration de traitement. Elle est beaucoup plus globale, elle nécessite un temps d'écoute active et d'accompagnement vraiment de nos patientes. Bien entendu, l'éducation thérapeutique est importante et permettra un résultat évident si le patient est partenaire et une alliance thérapeutique efficace. À ce moment-là, le patient devient acteur de sa santé et on aboutira donc à une autonomisation des soins. L'éducation thérapeutique pour qui ? Alors, nous avons ciblé un public donc, de toutes les patientes souffrant d'endométriose, associées ou pas à des douleurs pelvipérinéales chroniques, des patientes opérées ou non opérées et en âge de procréer. Alors, comment l'éducation thérapeutique se met en place? Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet et un programme qui a été agréé par l'Agence régionale de santé. Tous les ateliers sont entièrement gratuits pour les patientes et financés donc par l'ARS.
Donc, le parcours de ce programme d'éducation thérapeutique commence par un bilan éducatif qu'on appelle partagé avec la patiente, qui va nous permettre de savoir où en est la patiente de la maladie, est-ce qu'elle a bien compris la maladie, comment elle est arrivée à consulter, souvent par de nombreuses années d'errance médicale et de tourisme médical, on peut le dire. D'évaluer aussi sa qualité de vie, d'évaluer sa douleur chronique, comment elle vit la douleur au quotidien, est-ce qu'elle a des traitements en cours, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, de déterminer les besoins à ce jour et de définir donc des objectifs à atteindre. Donc ces objectifs à atteindre, bien entendu, nous ne sommes pas les seuls à les définir, mais c'est en étroite collaboration avec la patiente. À ce moment-là, il est temps alors de proposer des ateliers et d'orienter les patientes vers les ateliers les plus adéquats pour elles. Tout au long de ce parcours d'éducation thérapeutique, la patiente va bénéficier donc de diverses informations. Elle aura la possibilité, bien entendu, de nous contacter si des choses n'ont pas été claires. Aura lieu aussi une évaluation finale avec les intervenants, différents intervenants à l'équipe pluridisciplinaire, et de voir ensemble aussi avec la patiente si les objectifs définis en premier lieu ont été atteints. Est-ce que la patiente a gagné en autonomisation? Est-ce qu'elle sait gérer son traitement? Est-ce qu'elle sait gérer les crises? Est-ce qu'elle a appris à gérer son stress et ses émotions? Et bien entendu, il y aura une évaluation de la qualité de vie en amont, avant même de commencer son parcours d'éducation thérapeutique, et à court, moyen et long terme, au-delà de sortie de son parcours. Donc, une équipe pluridisciplinaire est là pour accompagner les patientes dans la maladie chronique. Donc, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc une équipe pluridisciplinaire avec des infirmiers, psychologues, des kinés, une patiente experte, algologue, hypnothérapeute, sophro. Et nous avons aussi la chance d'être partenaires de 2 associations qui sont vraiment dans l'accompagnement important des patientes. Bien entendu, les ateliers ont été définis en prenant en compte les 3 dimensions de la douleur chronique, donc c'est-à-dire physique, psychique et émotionnelle. Les ateliers proposés actuellement au Centre L'Avancée, ce sont des ateliers dits médicaux qui sont animés par des médecins pour que les patientes connaissent convenablement leur maladie, les mécanismes de la douleur chronique et les différents traitements. Notamment les différents traitements à la fois de crise et les différents traitements de fond. De bien comprendre aussi l'anatomie, parce que dans l'endométriose, les douleurs ne sont pas vraiment localisées, mais elles s'étendent au petit bassin et elles englobent bien entendu des tensions chroniques qui peuvent aller au-delà aussi du petit bassin. Des techniques de gestion de la douleur par de l'auto-hypnose ou de la sophrologie. La patiente va aussi pouvoir garder en autonomie et développer des outils de gestion du stress, des émotions, améliorer aussi la confiance en elle et l'image d'elle, parce que bon, tout va de pair, bien entendu, d'apprendre aussi à lâcher prise et de se projeter de manière positive dans le futur. Autre élément important aussi dans la prise en charge de la douleur chronique, c'est apprendre à bien s'alimenter, et notamment des ateliers donc avec une diététicienne qui parcourra avec temps et vraiment passion l'alimentation anti-inflammatoire. Des ateliers animés par une psychologue aussi, de manière à se projeter de manière aussi positive avec la maladie. Des ateliers proposés aussi par la patiente experte, des techniques de kiné, d'automassage, d'apprendre à se mobiliser et de parler aussi de la sexualité, puisque c'est très important aussi dans le cadre de cette maladie. Des ateliers sur l'infertilité et bien entendu tout ce qui va englober en tout cas les besoins sociaux, de connaître les droits, peut-être de réévaluer aussi les capacités professionnelles et de proposer des reconversions ou autres. Les projets actuellement en cours, donc nous avons une association qui va mettre en place des ateliers de colorimétrie pour valoriser l'estime de soi, un atelier d'équithérapie, donc ça c'est en cours aussi. Moi-même, je suis en cours d'un diplôme d'études supérieures universitaires de l'amélioration de la prise en charge de la douleur. Donc, je travaille sur mon TFE sur l'amélioration de la prise en charge des patients souffrant de douleurs pelvipérinéales chroniques. Donc, en conclusion, comme je disais au départ, donc ce projet il y a plusieurs mois de travail, de réflexion afin d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement des patients souffrant d'endométriose. Il est important aussi, nous, en tant qu'intervenants et soignants, de toujours se remettre en question, de toujours se demander si nous avons pris assez le temps et d'avoir été congruents face aux informations que nous avons pu transmettre, de se positionner et de toujours garder en tête que nous travaillons en équipe
et que chaque intervenant dans cette équipe pluridisciplinaire est vraiment passionné et offre une richesse de connaissances et de partage. Nous, ce que nous aimerions davantage, bien entendu, c'est de créer du lien avec les réseaux de santé de ville, de collaborer, de se former tous ensemble vers toujours ce projet commun qui est l'amélioration de la qualité de vie de nos patientes. Donc, comme le disait aussi le docteur Lévesque tout à l'heure, nous restons disponibles pour répondre, bien entendu, à vos questions et de travailler en collaboration. Parce qu'il faut aussi, c'est important d'ouvrir le champ des possibles à travers nos compétences respectives. Je vous remercie. Merci Violaine de nous avoir donné un aperçu de l'ETP. Donc, il y a beaucoup de demandes pour qu'on puisse transmettre la documentation sur les ETP. Bon, on le fera. Je crois que tout comme va récupérer les adresses email et on vous les adressera. Quelle est la question d'Alicia Garnier pour vous, Violaine et Christine? Elle nous dit que le topo est très intéressant, on la remercie. Quelle est donc la population cible, classe d'âge de notre TP, Violaine? Donc, c'est toutes les patientes qui sont en âge de procréer, donc ça va des premières règles jusqu'à la ménopause, en gros. Après, la population cible qu'on rencontre le plus souvent au centre, c'est autour d'une vingtaine d'années jusqu'à 40 ans à peu près. C'est ça, 40-45 ans. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions et nous allons passer à la dernière présentation et parler du centre de recherche qui est venu se positionner fort logiquement, puisque tout ça, il faut le valider. C'est des idées intéressantes et novatrices, mais il faut une base scientifique pour confirmer que tout ça a une logique. Et donc, avec Mélina Santos, qui est directrice du centre de recherche de santé de la femme ici à l'Avancée et chef de projet, donc elle va nous exposer cela. Donc, le principe, ça a été effectivement à partir donc de toutes ces idées, et bien d'essayer de les valider par des approches diagnostiques, de valider ces approches diagnostiques et thérapeutiques, bien sûr par des publications, comme on a pu en faire depuis ces 10 dernières années, depuis cette publication dans le Pain, en passant par le travail en cours sur les injections de toxines botuliques utérine et l'étude prospective dont vous parlera sûrement Mélina. Et donc, ce centre de recherche, eh bien, il est articulé avec bien sûr l'activité clinique ici du centre L'Avancée, mais également avec les sociétés scientifiques et notamment avec la société scientifique européenne dédiée aux douleurs pelvipérinéales Convergence PP, au passage qui va tenir son congrès annuel en novembre à Lyon et qui sera d'ailleurs le congrès mondial, et puis les unités INSERM avec lesquelles on peut travailler et leurs doctorants éventuels. Donc, ce centre de recherche, il a un axe, donc, je l'ai dit tout à l'heure, de validation des travaux cliniques, mais également un axe de recherche important, parce que finalement, vous l'avez vu, ce sujet, eh bien, il est encore mal appréhendé, il n'est pas toujours enseigné, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ma part, eh bien, ça a été une remise en question et une découverte progressive pour moi au cours de ces 20 dernières années, et qu'on soit le meilleur urologue, chirurgien ou gynécologue ou que sais-je encore, même si on est un brillant chirurgien, si on n'a pas acquis les bases de ce que c'est que ce syndrome, ce que c'est qu'un syndrome douloureux pelvien chronique, ce que c'est qu'un syndrome myofascial, ce que c'est qu'un syndrome de vessie douloureuse, ce que c'est qu'un syndrome douloureux utérin, ou ce que c'est que quoi correspond à un phénomène de sensibilisation, eh bien, si on n'a pas appris tout ça, eh bien, ça sera difficile de prendre en charge correctement une patiente qui vient avec une endométriose douloureuse, par exemple. Donc, l'axe de recherche est aussi donc très important et c'est un des pôles dont on va vous parler. Je laisse la parole au docteur Mélina Santos, qui est née à Sao Paulo et qui est en France depuis bien longtemps, maintenant, quelques années, et donc qui dirige le centre de recherche ici. À toi, Mélina, tu as la parole. Merci, Eric. Bonsoir à tous. Donc, comme vous avez bien entendu, Dr Bautrin, Dr Lévesque, ils ont bien parlé. Ce centre de recherche, il a été créé avec
trois buts différents. Donc, pour promouvoir la recherche, pour intégrer des bibliothèques et aussi pour développer l'enseignement. Donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Je vous présente un peu de notre travail. Moi, j'ai le plaisir d'intégrer l'équipe récemment. Donc, un important protocole de recherche qui sera mis en place cette année, dont nous sommes les promoteurs. C'est une étude randomisée monocentrique en double aveugle. Utéruxine. Donc, c'est une étude randomisée monocentrique en double aveugle, sur lesquelles nous voulons évaluer l'effet de la toxine botuliниque sur l'amélioration de la qualité de vie de ces patientes qui présentent des dysménorrhées sévères et eu des douleurs pelviennes chroniques d'origine utérine ou des dyspareunies profondes après l'échec du traitement médical et de la réhabilitation, qui sont les traitements de référence. Donc, dans ces protocoles, on a prévu aussi de faire une évaluation socio-économique, médico-économique, pour évaluer les coûts, efficacité et coûts utilité de l'utilisation de la toxine botulinique dans la perspective de l'assurance maladie. Avec, bien sûr, les buts de promouvoir aussi la recommandation en France. On a prévu une durée de 3 ans. Donc, cette étude débutera bientôt, on espère les mois de mai prochains. Et au départ, on inclura 100 participants. Et on a les financements par le laboratoire MERS et les centres avancés. Une deuxième étude que nous avons mise en place, en fait, le Dr Lévesque vous a parlé, c'est basé sur la plateforme numérique. Donc, sur cette plateforme, on a initialement 3 études ancillaires. Donc, cette plateforme numérique qui agrège les données des différents patients et professionnels de santé, on évaluera la satisfaction et la qualité de vie des deux côtés, des patients et la partie professionnelle de santé. Bien sûr, bien entendu, toutes ces données qui ont été enregistrées et auxquelles on aura accès ont été agrégées par rapport aux réglementations éthiques en France. Donc, initialement, c'est cette étude numérique sur cette cohorte. Et ensuite, on a prévu de débuter une étude observationnelle et prochainement une étude randomisée. Et on a aussi le projet de travailler avec les données sur la photobiomodulation. Comme vous avez aperçu, nous avons un domaine très transversal des techniques médicales et d'autres professionnels de santé. Donc, nous participons aussi, nous intégrons aussi un programme hospitalier de recherche clinique pour lesquels on inclura 100 participants pendant la période de 5 ans avec 10 ans de suivi, avec l'objectif d'estimer l'incidence des complications graves pendant ou après la chirurgie de l'incontinence urinaire ou du prolapsus chez la femme adulte. Ici, nous vous présentons quelques publications scientifiques plus récentes de 2020. Et comme un autre axe d'action, on a une bibliothèque, un projet. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque? C'est simplement une collection de données biologiques. On a déjà l'accréditation pour différents domaines.
Donc, on a l'objectif d'exploitation de ces collections, des échantillons biologiques. Et maintenant, nous sommes à la recherche d'une bibliothèque pour l'intégrer. Nous faisons partie déjà d'une collection d'échantillons biologiques urinaires pour évaluer l'efficacité d'un dispositif médical qui permettrait de déterminer si une femme est dans la phase folliculaire ou dans la phase lutéale de son cycle menstruel d'une façon plus simple avec le but de la contraception. Et comme Dr Bautran a mentionné déjà, nous avons la collaboration avec les CESTIM. Les CESTIM, c'est l'une des unités de recherche de l'INSERM qui se situe à Aix-Marseille Université. Et cette année, on aura un doctorant qui travaillera avec nous pour les études médico-économiques. Et nous participons d'un appel à projet de la Fondation Avenir et bientôt, on espère, on aura des fonds pour de nouveaux projets. Et on souhaiterait aussi de diffuser que c'est possible pour vous de participer à nos recherches et à nos projets par le biais de donations. Et dans les troisième axe, nous travaillons aussi avec l'enseignement. Donc, pour la formation continue, c'est prévu déjà un DPC sur la douleur pelvique périnéale chronique et l'endométriose avec une formation en e-learning et une formation présentielle pendant 2 jours dans notre clinique. Et en plus, nous avons aussi prévu un diplôme universitaire de formation riche de régénération vouvaire. Désolée pour mon accent, j'essaie de ne pas parler trop vite. Et comme Dr Bautran vous avez mentionné, nous organisons aussi la conférence, les congrès des convergences qui aura lieu en novembre prochain à Lyon. C'est une fédération des sociétés savantes impliquées dans notre domaine. Et bien entendu, nous ne pouvons pas travailler dans la recherche toute seule. Nous avons beaucoup de partenaires et parmi eux, nous travaillons aussi avec une société de recherche contractuelle, avec Nathalie Manon, surtout pour les démarches réglementaires, l'assurance qualité, pharmacovigilance et peut-être pour l'analyse statistique. Donc, on espère que ça vous a plu, cette présentation. Et en fait, les buts principaux du centre de recherche, c'est de promouvoir l'évaluation des thérapeutiques nouvelles dans les domaines cliniques, chirurgical et pluridisciplinaires, et aussi promouvoir la communication accessible et diffusion des connaissances à tous les professionnels de santé et surtout aux patients qui sont participants aussi de nos projets de recherche. Définir dans un futur proche et standardiser des bonnes pratiques dans les domaines et bien sûr travailler pour la valorisation scientifique du travail que nous faisons. Et dans les buts majeurs, c'est l'amélioration de la qualité de vie de la femme parce que nous promouvons des connaissances, nous l'évaluons, nous diffusons nos connaissances avec le but d'améliorer la qualité de vie, bien sûr. Et nous ouvrons nos portes pour des collaborations, soit des collaborations avec des chercheurs, des instituts, des industriels. Et on a plusieurs possibilités d'intégrer nos projets dans des PHRC, des ANM et possibilité d'intégrer des bibliothèques. Voilà notre adresse mail.
Donc, si vous voulez, et si vous avez des questions, si vous avez des projets de recherche, des idées que vous voulez mettre en place, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Mélina, merci pour ce topo sur le centre de recherche. Donc, vous le voyez, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours ici sur la qualité de vie chez la femme. C'est donc un sujet qui nous occupe depuis, pour ma part, depuis plus de 20 ans. Alors certes, il a une résonance particulière en ce moment et j'en suis content que ce soit un objectif important institutionnel. On pourrait faire avec Christine et Olivier une réponse peut-être sur les questions, s'il y a quelque chose de particulier. Y a-t-il des PC ouverts au kiné? Pas encore, mais ça peut faire partie des choses qu'on envisage et peut-être même de faire des DPC avec les praticiens et les kinés qui vont développer des unités multidisciplinaires. Ça pourrait être un axe intéressant. Concernant les soins supports, y a-t-il des intervenants fixes installés au sein de la structure? Oui, donc tout ça, je crois qu'on a répondu à toutes les questions, me semble-t-il. Donc pour terminer, je voulais vous signaler, vous remercier d'abord de votre présence, puisque vous avez été quand même nombreux à suivre ce séminaire numérique et j'en suis vraiment content qu'il y ait beaucoup de monde passionné par ce sujet, qui est vraiment un élément majeur. Sachez que la semaine prochaine, il y a un autre événement numérique de ce type sur l'endométriose, puisque ça sera la journée annuelle de l'endométriose, ce sera samedi 20. Certes, il est orienté pour les patientes, comme il se doit, mais bien sûr, il est ouvert aux médecins et aux praticiens, aux professionnels de santé, bien entendu. Je remercie à nouveau nos collaborateurs et l'industrie qui ont permis que ce séminaire se passe. Encore un grand merci. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence et peut-être à samedi prochain pour ceux qui vont nous rejoindre. Bonne soirée à tous. Au revoir.